Bienvenue à tous et merci de prendre votre heure du déjeuner pour écouter le retour d'expérience de Crédit Mutuel Arkea avec Starburst. Ah oui, bonne idée. Ouais. Donc rapidement, je vous propose qu'on se présente rapidement chacun notre tour et ensuite on pourra rentrer dans le vif du sujet. Donc je suis Martial Coiffe, je suis directeur régional chez Starburst pour l'Europe du Sud. J'ai rejoint l'aventure il y a à peu près 3 ans avec mon ami Victor que je ne vois pas, mais bon, il a séché la présentation et aujourd'hui on a à peu près 15 en Europe du Sud chez Starburst avec une multitude de clients qui ont rejoint l'aventure. On a à peu près 500 dans le monde. On est une société américaine et je suis accompagné de Maxime. Bonjour à toutes et à tous. Maxime Avez, moi je suis Chief Data Officer au groupe Crédit Mutuel Arkea. Donc un data office qui est logé finalement du coup au sein de la direction des systèmes d'information et qui va travailler finalement en transverse avec les différentes directions métiers sur le fait de catalyser leurs projets d'innovation et de valorisation de données. Merci Maxime. Juste avant peut-être de commencer à vous présenter Starburst, est-ce que des gens qui connaît Starburst dans l'assemblée? Ça va, l'année dernière, il y avait beaucoup moins de mains levées. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Starburst, je vais vous présenter ça rapidement en 2-3 minutes et après on pourra rentrer dans le vif du sujet et laisser Maxime nous expliquer tout ce qu'il a pu faire chez Crédit Mutuel Arkea, notamment avec Starburst. Donc Starburst, rapidement quelques chiffres. Donc on est une société américaine qui est basée sur la côte est des États-Unis à Boston. On a une valorisation à 3,2 milliards de dollars après avoir levé plus de 400 millions de dollars auprès de différents investisseurs. Donc des Salesforce ou des Index, des Anderson Horowitz. C'est des sociétés qui ont investi également par exemple dans des Snowflake, des Databricks, etc. et qui nous voient comme la future génération de la plateforme analytique pour les data. On est basé sur une solution open source qui s'appelle Trino. Avant, ça s'appelait Presto, qui a été créé chez Facebook il y a à peu près 10 ans. À l'époque, c'était pour accélérer l'accès sur le data lake. Imaginez un Facebook avec 300 pétabytes de données dans leur data lake, qui est une problématique pour pouvoir accéder à la donnée. Ils ont créé Presto à l'époque pour justement faire en fait de ce data lake un dataware. Et donc après, Starburst, c'est la version Enterprise basée sur cette version open source qui permet de faire beaucoup plus de choses. On peut comparer un peu la version open source avec un Honda Civic et Starburst, on serait la voiture de Verstappen ou une voiture à moteur AMG 6 litres 2 Mercedes. Voilà, c'est notre CEO qui faisait cette comparaison. Donc voilà, j'ai repris la même comparaison. On a des clients un peu dans tous les secteurs d'activité. On a, par exemple, on va avoir des brasseurs comme AB InBev, on va avoir des financiers comme, voilà, je fais attention à ceux qui sont là, parce que je ne sais pas si je peux dire tous les noms, mais voilà, des banques avec 3 lettres qui commencent par un B, qui finissent par un P, des BPCE, on va avoir des Sociétés Générales, on va avoir des Orange, on va avoir des Sanofi, on va avoir des Geodis, SNCF, etc. On a à peu près une trentaine de clients à travers l'Europe du Sud. Et donc en 3 ans, depuis qu'on a lancé l'activité sur l'Europe du Sud, ça fait quasiment 1 par mois. Donc voilà, c'est plutôt une croissance qui est plutôt exponentielle. On a un peu plus de 300% de croissance au niveau de la région et 100% de croissance au niveau global. Après, la majorité du chiffre, je dirais qu'il y a encore aux États-Unis. L'Europe, c'est encore en devenir. Est-ce que j'ai tout dit? Voilà, on a 200 clients, 85 sur le NPS. Donc des choses qui sont plutôt intéressantes pour nous. Rapidement, sans rentrer dans les détails techniques, si vous avez besoin d'avoir des éléments plus techniques sur ce qu'on fait, on est au 2e étage. Donc on a 2-3 avant-ventes qui sont là aujourd'hui, qui pourront vous expliquer, rentrer plus dans les détails techniques. Mais en gros, Starburst, ça va être une plateforme analytique qui va s'interfacer entre vos outils analytiques type Power BI, Tableau, ou alors des supports comme des notebooks Jupyter, etc. et qui va vous permettre d'adresser, en fait, d'accéder au patrimoine data de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va avoir une multitude de connecteurs qui vont nous permettre de connecter, en fait, différentes sources, qu'elles soient on-premise, qu'elles soient dans le cloud, etc. et d'accéder vraiment à tout le patrimoine data sans dupliquer la donnée. On laisse la donnée là où elle est et on ne persiste pas, on fait juste la partie, on sépare la partie compute du stockage. Le stockage reste dans les sources de données dans lesquelles vous avez déjà investi et nous, on va faire toute la partie compute. Et on va apporter une couche de sécurité, on va apporter aussi le pont entre les données IT et les données métiers avec les data products, ce genre de choses. Mais je vous invite à échanger avec nos avant-ventes pour avoir plus de détails techniques. J'essaie de pas trop être long pour rentrer plus dans le détail de notre sujet aujourd'hui.
Et Maxime, si tu veux te présenter. Ouais, présenter quand même rapidement du coup le groupe Crédit Mutuel Arkea. Donc on est un groupe banque assurance qui va couvrir globalement les différents métiers du coup de la banque assurance. On a notamment sur le réseau du coup de banques de détail les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest. Et globalement ensuite on va avoir une trentaine de filiales qui vont couvrir les différentes activités, de la banque aux entreprises et aux institutions, à la banque digitale, en l'occurrence Fortuneo, hein, qu'en général on connaît bien. Un point quand même important, hein, c'est qu'on est du coup première banque entreprise à mission. C'est un élément que je mentionne parce que finalement dans nos choix aussi technologiques, dans nos enjeux de souveraineté du coup informatique, c'est un point qui est important et sur lequel on va pouvoir revenir dans la suite de la présentation. Super, merci beaucoup. Alors, commençons par le commencement, Maxime. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la plateforme data de Crédit Mutuel Arkea a évolué au fil du temps pour apporter plus de performance? Alors finalement, en fait, le point de départ, hein, donc le Data Office, c'est une structure qui a été mise en place en 2022. C'est une organisation, du coup, c'est une structure qui va travailler dans une organisation hybride, donc tant auprès des différents métiers du coup de l'organisation pour identifier des sujets de valorisation de données, accompagner les métiers dans l'adoption de l'IA et des projets du coup d'innovation. Elle est aussi hybride d'un point de vue du coup, comment dirais-je, DSI, puisqu'au final, on retrouve les technologies qui vont constituer la plateforme data dans les différentes équipes finalement du coup de la DSI. Donc le premier exercice finalement qu'on a réalisé, c'est mettre en place une démarche transverse DSI pour cartographier ce qu'est la plateforme data. En fait, en 2022, on avait globalement autant de définitions de ce qu'est la plateforme data qu'on avait d'interlocuteurs. Donc c'est un exercice qui est important parce que finalement c'est mapper fonctionnellement, décrire fonctionnellement quelles sont les grandes capacités que la plateforme data du groupe Crédit Mutuel Arkea doit offrir. Il y a des capacités qui vont être directement, on va dire, à la main de métiers qui vont pouvoir donner leur avis sur la roadmap, sur les enjeux liés à ces capacités. Je peux penser à des capacités autour de l'analytics, des capacités autour du data management, des capacités autour du reporting. Et puis il y a un ensemble de capacités, on va dire, qui sont presque IT for IT, aller gérer du coup les versions de bases de données, etc. C'est plutôt finalement du coup du métier de l'IT. Un point important, hein, c'est que globalement, ces capacités-là, ensuite, ça nous a permis du coup de faire un mapping par rapport aux technologies qu'on a sur notre système d'information et qui vont adresser ces capacités. Ensuite, une fois qu'on a ces technologies, on sait quels sont les services, les équipes qui contribuent finalement à l'évolution de cette plateforme data. Et in fine, derrière, ça a été de construire justement, de mettre en place une gouvernance autour de la plateforme data, articulant ces différentes équipes pour pouvoir finalement prioriser les chantiers, les enjeux prioritaires liés à l'évolution de cette plateforme. Et quand je parle du coup de chantiers prioritaires, il y a la gestion de l'obsolescence, de la modernisation, il y a aussi les enjeux liés, on va dire, aux demandes et aux attentes des métiers. Dans ce contexte-là, un des grands chantiers effectivement qui a rapidement été, comment dirais-je, identifié, c'était celui de l'hybridation finalement du coup de la plateforme data, puisqu'on avait initié un ensemble de travaux, notamment avec certaines de nos filiales, sur comment dirais-je, des expérimentations autour du cloud public. On a pu toucher du doigt finalement assez rapidement l'apport que ça pouvait avoir sur un certain nombre de problématiques. Et donc, on se retrouvait avec un environnement on-premise dans nos propres infrastructures, un environnement, enfin des environnements du coup sur le cloud, et donc un enjeu du coup de travailler à cette hybridation. D'accord, tu parles d'hybridation et tu parles de socle technologique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différents socles technologiques que vous aviez dans cette plateforme data et également qu'est-ce qui vous a amené à choisir Starburst? Alors sur le volet socle technologique finalement, qu'est-ce qui va caractériser finalement du coup notre socle? C'est que globalement, ça s'est articulé autour d'un socle Big Data, notamment une plateforme Hadoop, qui a été mise en place assez tôt finalement, puisque dès 2009, le groupe avait sa plateforme du coup Hadoop en place, et puis ensuite, au fil du temps, elle s'est finalement, c'est un écosystème qui s'est développé autour du coup de cette plateforme, avec justement les capacités que j'évoquais juste avant, donc des capacités effectivement plutôt d'analyse de la donnée, des capacités effectivement de requête ad hoc, notamment pour certaines typologies de métiers, notamment des maîtrises d'ouvrage. Et puis on avait aussi du coup en 2017 des premiers projets sur le cloud public. Le choix du coup s'était orienté vers Google Cloud. Et donc, finalement, c'est comment est-ce qu'on peut, dans cette tirer profit plus largement des capacités du cloud public dans une logique du coup d'hybridation.
Il y a un fil rouge quand même important finalement du coup dans ce qui caractérise cette démarche-là, c'est que on place le sujet finalement du coup de la maîtrise de notre plateforme vraiment au cœur du coup de la démarche, parce que la maîtrise c'est un levier important quand on veut être souverain finalement du coup sur notre informatique. C'est aussi important, c'est un bon levier d'innovation, parce que quand on maîtrise les technologies, finalement, on peut se projeter beaucoup plus facilement du coup sur des roadmaps et être maître finalement aussi du coup de ces roadmaps-là, et donc de pouvoir innover. Et qu'est-ce que ça signifie quand on parle de cloud public, de service managé? Parce que quand on parle du coup de service managé, on peut avoir tendance à dire du coup il y a peut-être un petit peu moins de maîtrise. Au final, par l'expérience, par justement les premières expérimentations, ce qu'on a vu net, c'est que quand bien même on va s'autoriser à utiliser certains services managés, donc le choix des services managés est un levier important du coup de la maîtrise. L'architecture, finalement, l'articulation qu'on va mettre sur les différents services qu'on va choisir est un levier aussi, comment dirais-je, dans cette capacité du coup d'hybridation et dans les enjeux du coup notamment de portabilité. Par exemple, on va choisir certains services managés sans pour autant aller utiliser leur pleine capacité, parce qu'on sait que si on utilise certaines capacités, finalement, on risque de ne pas pouvoir les porter si demain on doit changer typiquement ou porter ces traitements-là sur d'autres environnements. Donc, l'architecture est un point important. On a développé aussi un socle de développement au final du coup qui a permis de faire en sorte que nos développements qu'on va faire sur le cloud public soient globalement portables systématiquement sur nos environnements on-premise. Donc on a développé notre propre socle de développement pour les pipelines de données. C'est un point extrêmement important, c'est ce qu'on appelle du coup Data Catalyst qui doit être ici. Parce que finalement, demain, on utilisera le même code pour que ce soit sur du cloud ou que ce soit sur nos infrastructures du coup on-premise. Donc ça, c'est un point vraiment important. Et puis l'autre point, finalement, quand on parle d'hybridation, on parle vraiment d'hybridation. On ne parle pas on va utiliser que les capacités du cloud. Ça veut dire que il faut aussi faire évoluer sa plateforme du coup on-premise, parce qu'on a toujours du coup des enjeux. On veut continuer du coup à la maintenir, à la faire évoluer. Et puis il y a aussi un enjeu qui est comment est-ce que finalement demain on va avoir des données qui sont sur des environnements cloud et des environnements du coup on-premise, et comment est-ce que finalement pour les utilisateurs finaux ça devrait être quasi transparent. Et c'est là où, au final, dans les choix de composants, c'est important de réfléchir à ça. Et c'est là où, justement, quand on a commencé à explorer du coup la solution Starburst en 2022, on y a vu une opportunité très intéressante qui était cohérente aussi par rapport au socle open source que tu mentionnais, Martial, plus tôt. C'était assez cohérent de ce point de vue-là. Et puis c'est ça vraiment qui a donné l'enjeu à cette démarche. Parce qu'encore une fois, on a identifié un enjeu aussi de modernisation par l'utilisation de Starburst sur notre plateforme on-premise. D'accord, très clair. Merci beaucoup. Donc, on voit que vous avez mis en place Starburst comme étant vraiment le point d'accès à l'ensemble des datas pour Crédit Mutuel Arkéa. Vous connaissez donc du Souko avec une plateforme avec de l'hybridation, avec du GCP, avec du Hadoop et d'autres sources de données. Mais par exemple, tu vois, hier, j'étais avec un CTO d'une grande assurance française, en 3 lettres, qui me disait, bon, ça a l'air super, ça a l'air magique ce que vous faites, mais il y a toujours cette problématique de, est-ce que vous pouvez me rassurer sur comment ça se passe en fait un projet Starburst, comment ça se passe une implémentation? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment s'est passée en fait l'implémentation de Starburst et comment vous avez positionné en fait Starburst dans votre cartographie dont tu parlais tout à l'heure? Alors pour revenir un petit peu effectivement sur comment est-ce que ça s'est passé. Finalement, ce sont du coup au départ, ce sont des data architectes qui ont identifié finalement la solution Trino, la solution du coup Starburst comme potentiel levier extrêmement intéressant pour moderniser finalement du coup notre plateforme Hadoop. À l'époque, on l'identifiait pas forcément sur les enjeux du coup de l'hybridation. C'est venu très très rapidement finalement, parce qu'on avait cet enjeu-là qu'on cherchait du coup finalement aussi à adresser. Donc c'est 2022 que globalement cette expérimentation a été mise en place. Et puis globalement, un point extrêmement important, je vous parlais du coup en introduction finalement du coup de la modélisation des capacités, le fait qu'il y ait plusieurs équipes qui interviennent sur la plateforme data. Au final, si ça restait entre guillemets au niveau des data architectes et que globalement les directions qui vont gérer la partie exploitation n'étaient pas embarquées, on sait que c'est le genre de projet qui démarre pas forcément très très bien. Donc là, on a fait en sorte dans l'organisation de pouvoir les embarquer, de pouvoir aussi se faire leur propre conviction. Et donc ça, c'est un élément évidemment extrêmement important finalement qu'on retrouve sur les sujets d'innovation. C'est bien de faire un POC, mais ensuite, lorsqu'on identifie une opportunité d'aller plus loin, il faut embarquer suffisamment tôt les équipes qui vont gérer demain le run, l'industrialisation du coup de ces sujets-là.
l'accompagnement qu'on a pu avoir effectivement de la part des équipes de Starburst qui ont justement travaillé tant sur la partie et qui nous ont accompagnés un temps sur la partie opportunité en matière d'usage et comment dirais-je des équipes techniques sur la partie du coup déploiement. Un point important aussi, et c'est que moi c'est quelque chose sur lequel je suis attentif, c'est-à-dire que on sait que en général les solutions Starburst, mais c'est vrai sur beaucoup d'autres solutions, c'est que elles adressent finalement plusieurs en général capacités de la plateforme data. Et nous, un des points importants, c'est qu'on souhaite être en maîtrise sur là on choisit la solution pour telle ou telle capacité. Il peut y en avoir deux, d'ailleurs ça peut être parfois une seule capacité, mais on choisit une solution pour la capacité qui nous intéresse. Donc on a, comment dirais-je, on avait identifié que dans un premier temps, en tout cas, on avait identifié globalement deux capacités qui nous intéressaient et on l'a déployé pour ça. On verra après effectivement les retours qu'on en a tirés. Et c'est vrai que c'est agréable aussi du coup de ne pas être dans non mais il faut absolument qu'on déploie toutes les autres capacités. Ça c'est un point aussi qui a été également du coup appréciable. Finalement, sur le schéma d'après, ce qu'on met, c'est que globalement, par rapport aux capacités dont je parlais du coup en introduction également, globalement, Starburst, ça se positionne plutôt sur la partie querying, justement, le fait de pouvoir interagir avec du coup un langage aussi qu'on a cherché à standardiser. C'est-à-dire que c'est du coup le SQL, c'est le socle Data Catalyst qui peut aussi du coup interagir du coup avec du Starburst. Et puis sur les pipelines du coup de data transformation, c'est également du coup un axe qui nous permet du coup de finalement accélérer les temps de traitement sur nos infrastructures on-premise. J'imagine que le fait que ce soit du SQL, ça a aussi permis toute la partie de conduite de changement, facilité d'adoption de la solution, etc. C'est un axe clé en fait aujourd'hui, et c'est lié aussi du coup à l'historique. Notre plateforme Hadoop, comme je vous disais, on l'a mis en place en 2009. En 2009, on était parmi les premiers, on devait faire les choix sur quel est le langage qu'on va utiliser. Globalement, il y avait, au départ, c'était même du MapReduce pour ceux qui, donc c'était du code du coup Java, et c'était assez complexe. Ensuite, il y a eu des couches d'abstraction avec Pig et Hive, et à ce moment-là, on devait faire un choix. Et on a choisi Pig. En l'occurrence, aujourd'hui, Pig, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui l'utilisent du coup dans le quotidien. Et donc ça, c'est un point important. Et on a un enjeu finalement du coup de faire en sorte aussi, parce que les métiers de la data ont évolué, les métiers sont plus à utiliser des langages, on va dire, proches du SQL, qui est globalement un langage standard dans les formations data au sens large. Tout le monde qui fait de la data sait maîtriser globalement du coup le SQL. Et puis finalement du coup les développeurs aussi qui connaissent ces formations-là. Donc c'est aussi dans le choix de langage un moyen finalement de rapprocher métier data analyst avec finalement les gens qui vont plutôt développer des pipelines. Donc ça c'est un élément aussi du coup intéressant. Ok, super. Merci d'avoir partagé. Je retiens quand même aussi là ici en un an du proof of concept jusqu'à la mise en production, ça nous a pris 1 an pour le faire avec une bonne collaboration entre toutes les équipes et merci pour ça. Pour conclure, est-ce que les résultats ont été à la hauteur de tes attentes et quelles seraient les perspectives que tu pourrais partager avec nous sur Starburst? Sur les résultats, comment dirais-je, un des axes qui pour moi est extrêmement important, c'est quand on a finalement ouvert, comment dirais-je, la plateforme à des utilisateurs métiers. Finalement, il y a eu une attente très rapidement et forte qui a été générée. 350 utilisateurs en 5 mois. Alors, ok, c'est pas les 100 millions d'utilisateurs en 2 mois de ChatGPT, mais en interne, c'est quand même un taux d'adoption qui est vraiment très, 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 très bon en l'occurrence. Le fait que finalement cette sollicitation elle soit venue aussi du coup des métiers, des maîtrises d'ouvrage, ça c'est un point extrêmement important également. Et le pourquoi finalement, je pense qu'on le voit là-haut, c'est que à partir du moment où on arrivait à réduire, à accélérer plutôt, comment dirais-je, les temps de réponse de 10 à 20 fois, évidemment que ça a un intérêt pour des métiers qui parfois lançaient des requêtes sur notre plateforme Hadoop et qui devaient attendre quelques minutes, si ce n'est quelques heures, avant du coup d'avoir le résultat. Donc ça, évidemment, c'est un point qui est extrêmement du coup satisfaisant. Finalement, c'est aussi, c'est pas souvent qu'on a des projets qui finalement viennent finalement d'une logique du coup de
de stratégie IT, de comment dirais-je, d'hybridation du coup de la plateforme, où on voit des enjeux pour améliorer du coup notre socle plateforme IT, et qui finalement adresse et ont tant de retours positifs par les métiers. Donc, quand on arrive à avoir ce genre de projet qui va satisfaire à la fois les enjeux d'urbanisation du coup côté IT et les enjeux du coup métier d'exploitation de la donnée, voilà, on est quand même sur des projets qui, on va dire, sont plutôt des grands succès. Et après, sur la question du coup de la projection, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut envisager du coup l'utilisation de Starburst sur d'autres typologies du coup de capacités, sur d'autres besoins. Je pense également, par exemple, au fait de l'intégrer quand on va gérer du coup nos entrepôts de données, par exemple. Et au final, les développements sont réalisés du coup aujourd'hui en PIG, tournent sur notre plateforme Hadoop. Bien sûr, on identifie la possibilité finalement de les accélérer sur la partie de la data transformation. On a commencé à faire des premiers tests, mais là on voit qu'il y a un enjeu du coup à l'accélérer. Et parce que les performances qu'on voit sur la partie analytics, analyse métier, il n'y a pas de raison qu'on ne les retrouve pas finalement sur la partie du coup data processing. L'autre point, c'est que sur la partie aussi, comment dirais-je, gestion du coup de la sécurité autour de la donnée, de l'accès à la donnée, il y a aussi des couches et des composants du coup de Starburst qui nous intéressent, notamment sur le fait de pouvoir aller piloter l'accès à la donnée à un niveau plus granulaire qu'on ne le fait du coup aujourd'hui. Ça, c'est un axe qui nous intéresse également. On ne ferme pas non plus complètement l'approche sur la partie du coup data product. Je sais qui est aussi un élément important. Aujourd'hui, on l'adresse un petit peu différemment, mais ça peut être également. C'est pas dans les priorités très très court terme là-dessus via Starburst. Mais en tout cas, on a encore du coup d'autres perspectives sur l'utilisation et la roadmap Starburst. Excellent, merci beaucoup. Et en effet, les data products, on peut en reparler juste après. Il y a pas mal de nouveautés sur les data products. Est-ce qu'on a abordé tous les points là, donc remplacer le moteur Hive par Starburst, accélérer, etc. Donc en fait, on peut dire que tu as pris en fait est-ce qu'on peut dire que grâce à Starburst, tu tires parti et profites du meilleur des deux mondes entre l'on-prem et le cloud avec cette plateforme hybride? En tout cas, c'est un des choix, un des éléments qui finalement constitue et qui contribue à, on va dire, cette stratégie du coup d'hybridation. Comme je le rappelais, il y a également du coup d'autres éléments, le fait d'avoir un socle du coup de développement, le fait d'être en maîtrise du coup des architectures. Mais clairement, c'est un des choix sur lesquels effectivement on repose. On est satisfait finalement du coup d'avoir fait ce choix pour vraiment hybrider la plateforme et doper la plateforme du coup on-premise. Merci beaucoup Maxime. Je me rappelle d'une phrase que tu m'avais dit quand on avait fait notre premier déjeuner. Tu m'as dit le futur est dans l'hybridation. Et là, je suis très content de pouvoir avoir partagé ce moment avec toi pour justement justifier cette hybridation chez Crédit Mutuel Arkea avec Starburst. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? J'arrive. C'est une excellente question. C'est vrai qu'on peut être apparenté. Donc la question c'était pourquoi on n'a pas parlé de data virtualisation? Donc on peut être apparenté au monde de la data virtualisation avec Starburst, mais en fait on fait bien plus que la data virtualisation. Alors après je ne voudrais pas rentrer vraiment dans tous les concepts techniques et technologiques, mais concrètement Starburst en fait c'est un moteur. Donc en fait vous allez processer la donnée directement dans le moteur de Starburst, là où la data virtualisation va utiliser les capacités des sources de données. Nous, on peut faire en fait un peu les deux. On peut faire un peu de, alors, sans rentrer dans le détail, de push-down sur certaines sources pour faire travailler la source de données, mais surtout, on va travailler, en fait, c'est le moteur de Starburst qui va computer la donnée, ce qui n'est pas le cas de la data virtualisation. Ce qui permet de garantir la performance, notamment quand on va taper sur le data lake, quand on va faire de la fédération avec du multisource, quand on va faire du S3 dans AWS avec un MongoDB ou avec un Kafka, etc. On va pouvoir computer la donnée directement dans Starburst. Ça répond à votre question?
Mais c'est vrai qu'on est souvent comparé. On essaie de se distinguer, mais je pense que c'est un messaging marketing à travailler autour de la data virtualisation. Et peut-être pour ajouter, parce qu'on l'avait mis dans les slides, hein, la séparation finalement du compute et du storage. En l'occurrence, sur les plateformes Hadoop, c'est très clair. Hein, c'est que du coup, il y a du storage du coup sur HDFS quand on est sur du on-premise, du cloud storage quand on est effectivement sur le cloud. La partie compute, bah, effectivement, elle est soit gérée par du MapReduce, du Yarn, etc. Et finalement, c'est là où finalement le moteur d'exécution Starburst sur le cluster qu'on a, il se base bien sur les sources de données qui sont sur du HDFS, mais c'est le moteur de le moteur de compute Starburst qui va exécuter ces requêtes-là et qui est très performant. Est-ce qu'on a une autre question? Alors, n'hésitez pas, on a un peu de temps pour le coup. C'est vrai qu'on était plus rapide que prévu. Ouais. On va juste attendre le micro parce que sinon, à distance, on n'entend pas. Bonjour, merci pour votre présentation. Juste une petite question, du coup, vous avez le moteur qui lit les bases DB2 également, parce que je l'ai vu apparaître. Et donc, on peut accéder aux bases DB2 avec juste SQL. Ah oui, c'est en plus moi qui cache le projecteur, pardon. Ah oui, c'est vrai, d'accord. J'essayais d'appuyer sur les boutons, je me disais, je ne vois plus rien. Alors, je vais reprendre le schéma. Et par contre, est-ce que je peux faire appel à un ami? Ouais. Alors, ouais. Est-ce que peut être votre ami? Victor Coustenoble, on vous entend? Est-ce que je fais appel à un ami, Victor? On parle de la connexion sur les bases DB2. La question, c'est est-ce qu'on peut se connecter sur les bases DB2? C'est ça la question? Oui, on peut se connecter tout à fait sur les bases DB2, sur différents systèmes. Pardon. Oui, on a des connecteurs DB2, DB2, autres systèmes. On a une 50aine de connecteurs, NoSQL, relationnel, streaming, enfin bon. Et DB2 en fait partie parce que oui, c'est... Et on l'utilise justement en fait, pour fédérer. Alors après avoir Starburst juste sur DB2, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sens. Mais par contre, si vous avez besoin de faire de la fédération entre des bases DB2 et des bases Oracle, un data lake, d'autres sources de données, c'est là où ça a vraiment de sens. C'est vraiment de la capacité de fédérer du multisource et vraiment d'accéder à la donnée de façon plus performante possible et de faire des jointures entre les différentes sources. Sur l'accès finalement du coup unique à la donnée, on a fait des requêtes justement qui faisaient des jointures, des croisements de table entre ce qu'on a sur Hive, notre environnement du coup on-premise, et sur BigQuery sur le cloud. Et dans la même requête, on pouvait adresser du coup les deux tables. Voilà. Une question, bonjour, merci pour cette présentation. Quel est l'élément différenciant par rapport à ce que peut proposer aussi Snowflake, surtout le moteur d'exécution, au-delà de la partie stockage de données? Je ne reviens pas dessus, parce que vous portez que le moteur d'exécution. Voilà, les gros éléments différenciants, parce que je vois que vous avez des connecteurs aussi Snowflake natifs. Donc, voilà. C'est une excellente question. Alors, on a pas mal de use cases. Alors, je veux dire, il y a des différenciations par rapport à Snowflake. En fait, on va être un peu dans une zone un peu particulière avec Snowflake, parce qu'on va le voir aussi bien comme un concurrent que comme un partenaire. Parce que du coup, Snowflake, ça marche très bien. Mais par contre, après, les coûts peuvent exploser sur Snowflake. Et on voit beaucoup de use cases, alors un peu moins en France pour l'instant, mais je pense que la maturité va venir. On voit beaucoup de use cases aux US où ils veulent diminuer les coûts de Snowflake et donc diminuer en fait toute la partie stockage et compute qu'ils ont dans Snowflake et garder des données chaudes dans Snowflake et basculer les données froides dans le data lake, par exemple. Et avoir un moteur qui va permettre de requêter les deux. Donc on a ce qu'on appelle du data tiering. On a des use cases comme ça où on travaille avec Snowflake. Mais après, je pense que la grosse différence, en fait, c'est l'optionnalité que nous on va prôner avec Starburst, qui fait que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes vos données dans le cloud. Vos données, elles sont dans le cloud, elles sont on-premise, elles sont en multi-cloud. Alors Snowflake fait du multi-cloud, mais nous, on va pouvoir faire, c'est toute la partie data sharing qu'ils peuvent avoir. Mais nous, concrètement, vous êtes en multi-cloud, en hybride, que on-premise. On a des use cases où on fait juste un remplacement d'Impala sur Cloudera, par exemple. Et là, c'est que de l'on-prem. Ou alors, on peut l'avoir directement dans le cloud. En fait, voilà, c'est l'optionnalité de Starburst qui est vraiment le facteur différenciant. On va retrouver, en fait, la séparation, bien évidemment, entre le compute et le stockage. Nous, on ne stocke pas. Est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas. Ça, c'est peut-être dans la roadmap. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est pas le cas. On veut garder le stockage dans les sources de données. Il y a eu énormément d'investissements dans les sources de données. Snowflake, ça peut être une source de données sur laquelle on va pouvoir requêter et permettre de faire diminuer les coûts de Snowflake, par exemple.
Alors, il y a un point, aussi, nous qui a drivé du coup le choix. Alors, je connais pas je peux pas dire que je connais suffisamment du coup Snowflake, mais un des choix qui a drivé, c'était aussi finalement que ce soit avec de l'open source à la base. Qui est un élément, nous dans le choix qui était crucial en fait dans la prise de décision. Ouais, merci de le mentionner. C'est vrai que du coup le vendor lock-in n'existe pas, puisque du coup vous pouvez rebasculer après sur la version open source. Alors j'en parle pas trop quand même, parce que du coup on préfère la version enterprise quand même. Mais oui, sur la version open source, Starburst continue de faire on commit à peu près 80 à 85% de la version open source sur l'évolution de la version open source avec nos confrères de chez, avec nos amis de chez, il y a du Airbnb, il y a du Netflix et toujours du Facebook. Donc la version open source continue bien évidemment d'évoluer. Est-ce qu'on a une dernière question? Ah, oula, ouais, j'ai dû choisir. Je suis désolé, je suis allé au plus près. Merci, bonjour. Ma question était autour de cette expression répandue maintenant, garbage in, garbage out. Se connecter à de multitudes de sources de données, c'est passionnant. Il y a un obstacle technologique, j'imagine, mais d'un point de vue usage, moi, le sujet qui m'intéresse le plus au quotidien aujourd'hui, c'est comment on gère l'audit de la qualité dans le temps de la donnée que l'on manipule et quels sont les dispositifs que vous mettez en place pour le contrôler et alerter. Alors, en l'occurrence, notamment du coup dans une organisation bancaire, et avec du coup effectivement de la réglementation sur cette gestion du coup de la qualité de la donnée, on a à la fois du coup des process, des rôles, des responsabilités et des outils qui vont adresser ces sujets-là. En l'occurrence, on le fait pas du coup avec Snowflake. On a des outils qui sont dédiés à ces sujets-là. Voilà. Donc on le gère, mais pardon, avec Starburst, pardon. Du coup, j'étais sur Snowflake tout à l'heure. Merci. Et donc on le gère avec d'autres outils qu'on a déjà sur les capacités data management de la plateforme. On a vraiment une philosophie chez Starburst c'est du best of breed. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur ce qu'on fait bien et on va continuer à faire ce qu'on fait bien. On va pas aller chercher à faire tout pour pouvoir adresser tous les sujets autour de la data. Donc on se concentre vraiment sur cette capacité de moteur requête SQL, MPP, la performance, la fédération et l'optionnalité. Après, il y a des choses qui se rajoutent, du lineage, etc. Mais mais vraiment l'approche best of breed. C'est bon? Oui, bonjour. Moi, j'avais une question concernant les collaborateurs. Vous avez montré sur votre présentation que vous avez formé 350 collaborateurs. Et donc, ma question, c'est au-delà de la formation, est-ce qu'il y a eu des réticences ou des résistances particulières? Si oui, lesquelles? Comment vous les avez levées? Et finalement, comment vous avez embarqué toutes ces personnes? Parce que là, c'est très technique, mais j'entends pas beaucoup de choses autour du change, justement, pour déployer ce type d'outils. Merci. Alors, merci pour la question, c'est très intéressant. Et en fait, ça fait partie de ces changements technologiques qui n'engendrent pas tant que ça de change d'un point de vue utilisateur final. Et c'est pour ça aussi, du coup, d'ailleurs, que ça a pris et qu'on a ces si bons retours. Sur la démocratisation, du coup, de la donnée, les 350 utilisateurs, ils n'ont pas forcément été formés finalement à utiliser, puisqu'au final, ils avaient leur requête SQL, on leur donnait juste accès du coup à un nouvel environnement de données. Donc la conduite du changement, j'ai d'autres sujets en tête sur lesquels la conduite du changement, parce qu'on change d'outils, etc., potentiellement on change même de langage, où ça c'est important et ça doit être adressé d'une manière spécifique. Là en l'occurrence, c'est quasiment transparent. La seule évolution qu'ils voient, c'est que les requêtes vont 10 à 20 fois plus vite. Donc fondamentalement, c'est un point. Oui, ce sujet-là, on n'a quasiment pas eu à l'adresser. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de formation sur du SQL adressé du coup à des métiers et à des développeurs, parce que finalement, l'impact de mauvaises requêtes, que ce soit sur les infrastructures du coup Hadoop ou que ce soit sur du serveur, on le voit peut-être moins du coup d'ailleurs, mais on a quand même cet enjeu du coup de les accompagner sur le développement du coup en SQL. Mais en l'occurrence, là, il y a quasiment pas de change. Sur la partie change management, je ne vais pas pouvoir rajouter grand-chose. Il y a un changement d'URL, quoi. Il y a un changement d'URL. Ouais.
Après, avec Starburst, vous avez une UI, enfin, vous avez une plateforme, vous avez un accès aux requêtes SQL, vous pouvez lancer des requêtes directement via la plateforme, vous avez la capacité de pouvoir accéder aux différents catalogues, à différentes sources de données, vous pouvez créer des data products, donc il y a pas mal de choses qui sont faites aussi avec Starburst qui peuvent nécessiter peut-être de la conduite du changement. Bon, en l'occurrence, Maxime disait que les data products, c'était pas pour aujourd'hui, mais peut-être pour demain. Hein. Mais en tous les cas, voilà, il y a peut-être un peu de conduite du changement par rapport à ça, mais sinon, dans la majorité des cas, en fait, Starburst va être la couche qui va s'interfacer entre les outils analytiques qu'ils ont l'habitude d'utiliser et les sources de données. Donc concrètement... Je me permets, parce que finalement on a été un peu plus vite sur la présentation, comme en 2022, on a mené une étude justement parce que les métiers du coup nous exposaient pas mal de demandes sur les capacités de data visualisation, data préparation. On a d'ailleurs fait avec OnePoint en l'occurrence. Et finalement, du coup, il y avait des grandes choses qui émergeaient. C'était quelles sont finalement les technologies aujourd'hui qui adressent ces capacités de data visualisation, de data préparation sur notre système d'information. Quel est l'état des lieux du coup finalement du marché. Et globalement, donc on a adressé évidemment la partie data vis. Et puis finalement sur la data préparation, on s'est dit que rien que finalement du coup d'avoir Starburst avec les capacités qu'on commençait à toucher du doigt, déjà rien que ça en fait. C'était un levier pour les métiers en matière du coup de data préparation qui était un levier super intéressant. Donc, voilà, comment est-ce qu'on l'a aussi du coup amené dans le cadre finalement du coup d'une étude où on a répondu du coup à des attentes métiers. Ok, merci encore pour cette belle présentation. Donc, je pense qu'on peut les applaudir. Merci encore. Donc, n'hésitez pas